Salut mes petits poissons chirurgiens. Bon, j'espère que ça va, parce que rien du tout, hein. J'espère que ça va quoi. Bah ouais, ça va bien. Ah d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore au courant, notre boutique Dead Like Gustave est ouverte. Vous pouvez y trouver dessus pas mal d'articles comme des t-shirts ou des hoodies. Hélas, la figurine de Gustave n'est malheureusement plus disponible. Vous avez vidé le stock en à peine 5 heures. Voilà, merci. Bon, être médecin, c'est long, c'est difficile, mais c'est un noble métier. Vous sauvez des vies, vous faites avancer la recherche et la science, etc. Et si la quasi-totalité des médecins et des chirurgiens possèdent une éthique sans faille, bah il y a malheureusement, et comme partout, des petits écarts. Peut-être même des gros écarts, où les choses ne sont pas faites à moitié. Et vous l'aurez compris, c'est de certains de ces écarts dont on va parler aujourd'hui. Puisque entre un psychiatre homophobe qui voulait guérir les gays, un chirurgien en prison qui se servait de détenus comme cobayes, un jeune étudiant en médecine qui a voulu attraper la fièvre jaune à tout prix, ou même un toubib qui utilisait les enfants handicapés pour ses recherches, eh bien laissez-moi vous raconter l'histoire de ces personnes qui aimaient un peu trop les expériences. Aubrey Levin. Bien, on remonte dans les années 70 pour notre première histoire avec Aubrey Levin, psychiatre sud-africain qui est alors dans sa trentaine. Je suis pas experte en histoire, mais on n'est pas en plein apartheid à ce moment-là? Exactement, Ariane. Et autant dire, sans trop de surprise, que notre cher Levin n'est pas vraiment du côté des gentils, quoi. Hein. Parce que même s'il est né de parents juifs, il s'affiche ouvertement contre le communisme parce que à 31 ans, il est officiellement psychiatre et il s'illustre malheureusement en proposant un remède contre l'homosexualité. Et puis il rejoint également l'armée en parallèle en obtenant le grade de colonel. Et là-dessus, son idée, c'est d'utiliser la thérapie par électrochoc. C'est une méthode qu'il a apprise, dans la théorie, du moins, quand il était étudiant. Et là-dessus, son but est simple, guérir, selon lui, bien sûr, le patient en lui montrant des images pornographiques de personnes du même sexe, tout en lui envoyant un choc électrique en même temps. Et du coup, vous voyez, c'est un peu pavlovien, en fait. Vous envoyez un choc électrique, vous voyez une image, votre cerveau va faire l'association, et donc du coup, c'est censé le dégoûter des personnes du même sexe. Plutôt basique dans la forme. Je rappelle que du coup, on était dans les années à peu près 70, c'était il y a 50 ans, et à ce moment-là, l'homosexualité, c'était quand même globalement mal vu par l'opinion générale, quoi. Mais lui, là, ce toubib, le truc, c'est que, il avait son petit supplément, c'est que lui, il participait à ça. Mais en plus d'infliger ses électrochocs aux homosexuels, eh bien, il le fait également aux drogués, qu'il méprise quand même au plus haut point, en essayant justement de les guérir de cette addiction. Et puis, tous ceux qui étaient grosso modo déclarés comme déviants de la part de Levin subissaient également des traitements médicamenteux allant jusqu'à la castration chimique. Et donc, on estime à plus de 900 le nombre de personnes qui ont été soumises à des chirurgies de réassignation sexuelle forcée. Là, je rappelle quand même, du coup, on est en Afrique du Sud, et à un moment, vient la fin de l'apartheid, l'arrêt des classes sociales entre les blancs qui sont supérieurs et les noirs inférieurs. Il y a Mandela à ce moment-là qui devient président, bref, pas mal de choses se mettent en place. C'est à ce moment que ces recherches sont dévoilées aux yeux du grand public. Et là, lui, il perd pas du tout la face, puisque à 62 ans, il dit que, en fait, ces thérapies ne provoquaient que de légères douleurs. Et surtout, il précise que ce sont ses patients qui voulaient être guéris, et donc que ce n'était pas forcé. Pas vrai, mensonge. En vrai, des recherches ont été effectuées et des rapports de centaines de pages ont été publiés. Et là, on se rend compte que celui qu'on appelle le docteur Choc, ou alors le général, était allé en vrai beaucoup plus loin que ce qu'il avançait. J'imagine qu'il va se faire condamner à ce moment-là. Eh bien, figure-toi que non, parce que quelques années plus tôt, en 95, il a décidé de se barrer au Canada. Et là, pendant les premières années, tout se passait bien pour lui, son sombre passé était caché, et il pouvait même continuer à bosser en tant que psychiatre. Mais là, si vous dites que le gars, il a changé, il s'est repenti en allant au Canada, eh bien, pas du tout, puisque à 72 ans, il est accusé par plus d'une trentaine de patients d'agression sexuelle. Et là, je précise du coup des patients qui sont au Canada avec lui. Là, cette fois-ci, le gars, il peut plus fuir et du coup, il finira en tôle. Mais en vrai, il n'y passera que 1 an et demi sur 5 ans qui étaient prévus. Là, il sera libéré pour cause de maladie et ironie du sort, il sera par la suite obligé de suivre une thérapie psychiatrique. À l'heure actuelle, il est encore vivant, il a 84 ans et il possède toujours la citoyenneté canadienne. Et à ce jour, je le dis quand même, mais le gouvernement n'a pris aucune procédure pour extrader Levin vers l'Afrique du Sud. Léo Stanley. On remonte cette fois-ci dans les années 1900, au tout début du siècle dernier, avec un certain Léo Stanley qui a choisi de faire de la médecine comme papa. C'est vos urines? Oui. Écoutez, tout est en ordre, il n'y a pas de problème. Et il obtient son diplôme à 26 ans. D'ailleurs, année où en même temps il s'est marié, quoi. À ce moment-là, il doit trouver un taf pour entretenir sa petite femme. Je vous rappelle quand même, on n'était pas à la même époque, les femmes n'étaient pas censées travailler, tout ça. Et là, il voit une opportunité en or qui surgit. Il y a un poste de médecin, chirurgien, dans la prison de Saint-Quentin qui est disponible. Là, c'est payé $1100 par mois, ce qui,
je le précise, mais pour l'époque était extrêmement bien payé. C'est quand même une sacrée ascension s'il vient à peine d'avoir son diplôme. Peut-être Ariane, mais le truc c'est que il a quand même peu d'expérience dans le domaine. Ou même plus précisément, en fait non, pas du tout. Il n'a aucune expérience là-dedans, en chirurgie. Est-ce que ça te donnerait envie de te faire opérer? Alors sur une échelle de 1 à 10, je suis à moins 2. Ouais, c'est pareil. En tout cas, sa première mission est de mettre en place une procédure pour identifier les cas de tuberculose. Chose qu'il fera très bien. Et donc là, notre petit Stanley, il crée une sorte d'hôpital en plein air sur les toits de la prison, où les détenus atteints de cette maladie sont rassemblés, pour faciliter les soins. Mais comment dire les choses? Il va commencer doucement, mais sûrement, à basculer du côté obscur de la force. Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur. Là, en fait, il s'improvise chirurgien plastique et il commence à retoucher pas mal d'oreilles et de nez chez les détenus. Là, vous vous dites, mais pourquoi il fait ça? Quel est le rapport entre les nez et les oreilles et la tuberculose? Le rapport, quel est le rapport? Comment ça s'est passé? Alors, c'est un peu lunaire, il fait son taf avec les tuberculeux et puis il se dit, ah putain, ils ont quand même une sale gueule, ces taulards. Si je leur refaisais le nez et les oreilles. Et voilà, il va s'entraîner un peu, je rappelle que du coup, il n'a pas de compétences en chirurgie esthétique, quoi. Ah bon sang, mais ça coupe pas, ça, donnez-moi un autre. Mais il est rouillé. Et d'ailleurs, dans la foulée, au bout d'un moment, il se trouve une nouvelle passion, stériliser les détenus. Pardon? Ah oui, t'as bien compris, Et justement, figure-toi que c'est légal dans certaines conditions, depuis quelques années. Et là, Stanley, lui, on peut dire qu'il va s'en donner à cœur joie. Mais voilà, tu sais, en fait, notre cher docteur, il a des croyances assez précises. Déjà, premièrement, il pense que les hommes qui commettent des crimes ont moins de testostérone que les autres. Bon, donc il a voulu voir si avec de nouveaux testicules, ça changerait quelque chose. C'est-à-dire, du coup, en leur remettant une dose de testo, on va dire, grâce à des bonnes burnes. Peut-être que, on ne sait pas. Et puis deuxièmement, étant eugéniste de nature, en fait, grosso modo, il croit dur comme fer qu'en greffant des organes de jeunes patients sur des hommes plus vieux, ça va leur permettre d'accroître leur vitalité. Et troisièmement, pour vraiment terminer en beauté, il pense que la c'était causé par la vieillesse. Et donc les effets pouvaient être pratiquement inversés si on remplaçait les glandes. Du coup, encore une fois, on parle bien des burnes. Et là, vous voyez où je veux en venir, notre cher Stanley a commencé à faire des greffes de testicules sur les détenus. Et donc, il va commencer son entreprise en prélevant des testicules sur les détenus exécutés. Et j'imagine que ça, c'était beaucoup moins légal par contre. Oui, on peut le dire que c'était quand même fait plutôt dans le secret. En 1928, il commet cependant une erreur et prélève des organes sur un détenu un peu trop tôt. En effet, la famille du défunt est venue voir le corps par la suite. Elle a voulu faire poursuivre Stanley pour mutilation du cadavre, affirmant qu'elle n'avait pas consenti à une autopsie. Il a alors échappé à la condamnation sans qu'on sache vraiment comment. Et pour ces fameuses opérations, Stanley avait deux méthodes. Et là, âme sensible, s'abstenir. En fait, d'un côté, il prélève des testicules sur des détenus exécutés. Et quand il n'a pas de détenu sous la main, il va le prendre sur des chèvres, des sangliers ou même des béliers ou des cerfs. Et puis deuxièmement, il les introduit dans le scrotum du receveur. Et là, vous vous en doutez, mais ça a amené très souvent des complications. C'était pas prévu pour, en fait, surtout que le gars, il n'était pas non plus hyper bon dans le métier de chirurgie, quoi. Mais voilà, c'était pas que sa seule méthode. Il a été très inventif et puis il avait trouvé une autre chose, quelque chose de moins invasif. Déjà, il prélevait les testicules de donneurs et il les écrasait pour en faire une sorte de pâte. Puis il injectait cette pâte dans l'abdomen du receveur. Mais il est complètement fou, ce mec. Après, il ne détaille pas comment c'était, donc je sais pas, peut-être qu'on faisait une petite incision, on mettait le truc, ou alors peut-être avec des grosses seringues, vous voyez, on leur injectait directement la pâte. Voilà, ce sera à votre libre imagination, quoi. Mais en tout cas, notre cher Toubib a déclaré avec sang-froid que les prisonniers formaient une source quasi inépuisable de matières premières. Et là, accrochez-vous bien, au cours de ses presque 40 ans en tant que médecin, il a fait subir ça à 10 000 personnes. Il y avait du level, le gars il ne chômait pas. Alors bien sûr, le gars il avait sa petite réputation et du coup il les greffait à des détenus, mais pas que. Faut croire que du coup il était plutôt convaincant puisqu'il en avait aussi greffé à des collègues médecins ou même à des civils occasionnellement, quoi. Il appelait ça la procédure de rajeunissement des glandes. Et puis bon voilà, Stanley au bout d'un moment est envoyé dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là à son retour dans la prison, le vent a tourné et leur méthode qui était pas très catholique pour traiter les gens, les humains, ce genre de choses. Là notre cher Stanley il se dit peut-être faudrait que je me calme par rapport à mes propres méthodes parce que c'est pas, les gens peut-être ils pourraient mal le prendre. Et du coup il va quitter sa chère et tendre prison à 65 ans pour ouvrir son petit cabinet privé. Il a quand même dû se traîner une sacrée réputation, non? Eh bien à l'époque pas vraiment. En fait il faut savoir que Stanley était salué par ses pairs pour ses recherches. Mais bon, en vrai, des dizaines d'années plus tard, ses pratiques expérimentales ont été passées au crible et avec un regard un peu différent, un peu plus neuf, on peut dire que ça a plutôt terni sa réputation. Et finalement, il est décédé, lui, à l'âge de 90 ans, sans aucune descendance. Et en tout cas, si vous, les greffes de parties génitales, ça vous gagne,
Sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, quoi. Hein. Vous pouvez la retrouver. C'était une bulle avec un certain John Romulus Brinkley qui adorait faire ça. Mais avec son petit lot de surprise. Vous pourrez retrouver la vidéo. Stubin Firth. Bon, pour notre troisième histoire, il est toujours question de cobaye. Là, évidemment, quand je dis cobaye, on va pas parler de Gustave, ni même du crâne de Gustave, ici, que vous pouvez retrouver sur la boutique Dead Like Gustave, mais ce n'est pas le sujet. Non, là, cette fois-ci, on passe sur de l'auto-expérimentation avec Stubin Firth. Je ne suis pas du tout sûr de la prononciation. Regardez, en même temps, son nom de famille, ça ressemble à ça. Il y a combien de F là-dessus? En tout cas, on est dans les années 1800 et le jeune Firth, c'est ça, ça sera Firth entre nous. Je pense que s'il veut se plaindre, et bien du coup, on lui met notre adresse email. Bon, en tout cas, voilà, le jeune Firth est étudiant en médecine. Et là, à cette époque, eh bien, il y a ce qu'on pourrait appeler une épidémie de fièvre jaune, qui est d'ailleurs la pire de l'histoire des États-Unis. En effet, et à titre d'exemple, en 1793, c'est carrément 10% de la population de Philadelphie qui va succomber à cette maladie ô combien contagieuse. Et là, quelques années plus tard, Firth a une idée en tête: trouver comment cette maladie se transmet. Jusqu'ici, démarche plutôt scientifique, de recherche, c'est vraiment cool. Et bon, à ce moment-là, la théorie la plus populaire avançait que la fièvre jaune était propagée par des miasmes. Donc en gros, vous voyez, une sorte d'air invisible. Mais Firth n'était pas du tout de cet avis. D'ailleurs, entre nous, c'est pas ça. On le sait maintenant, c'est pas ça. Pas sous cette forme, quoi. En gros, il y a des microbes dans l'air, mais c'est pas des miasmes. En fait, pour Firth, ça se transmet par des fluides corporels, et plus précisément par les vomissements. Comme il est sûr de lui, il commence donc à injecter du vomi noir à certains animaux pour voir la réaction. Cependant, c'est assez aléatoire comme façon de procéder, et c'est assez peu concluant. Les animaux ne chopent pas la fièvre jaune. En gros, sa théorie était foireuse, quoi. Ouais, ça y ressemble, effectivement, mais il ne se laisse pas abattre. Et il passe à l'étape supérieure, l'auto-expérimentation. C'est-à-dire que du coup, il se prend lui-même comme cobaye. Donc concrètement, c'est ainsi qu'à 20 ans, il est assez jeune, il décide de s'ouvrir l'avant-bras pour s'injecter directement du vomi noir, mais frais. C'est important qu'il soit frais. Et là, hélas, pour lui, ça n'a pas servi à grand-chose. Alors certes, il a eu une inflammation, quand même, mais ça n'a duré que quelques jours et la plaie a cicatrisé très facilement. Du coup, là, il en faut un peu plus à notre étudiant et du coup, il va tout tenter pour prouver sa théorie. En l'occurrence, que c'est le vomi, qui infecte les gens. Et donc, c'est pour ça qu'il va s'injecter, tenez-vous bien, du vomi directement dans les veines. Et comme du coup il a envie de bien faire les choses et qu'il est méthodique, il va même s'en verser directement dans les yeux. Il dit, les gars, c'est le vomi, laissez tomber, arrêtez avec vos théories de miasmes, c'est le vomi. À un moment, faut m'écouter, quoi. Regardez, passez-moi une seringue, bordel. On est sur ça, quoi. Mais bon, hélas pour lui, comme ça ne mène à rien et qu'il n'arrive pas à choper la fièvre jaune, il va décider de varier un peu les plaisirs. Et du coup, c'est ainsi que varier les plaisirs, pour lui, ça veut dire qu'il va faire frire du vomi pour en inhaler ensuite la vapeur, mais il se passe toujours rien. Il y en a, ils préfèrent les pieds, lui, c'est le vomi. Quand je suis content, je vomis. Et vous voyez, Firth, c'est Firth. Il est inventif, très inventif. Et il va se construire une sorte de genre de sauna à vomi. Je sais plus quoi vous dire. Dans lequel il va passer du temps au milieu de vomi et en train de fumer. Je vous le dis tel quel. Voilà, le gars, il était comme ça, quoi. Waouh, ça a l'air très charmant comme programme. Mais laisse-moi deviner, ça ne donne toujours pas de résultat et il veut pas se l'avouer? Eh bien, bingo, Ariane. En fait, du coup, il va aller encore plus loin en buvant directement du vomi de malade. N'oubliez pas, lui, dans sa tête, il dit, les gars, c'est le vomi, arrêtez avec le reste. Et du coup, il va répéter l'opération à de nombreuses reprises. Mais en vain, il ne ressent pas de nausée, pas de douleur, et son rythme cardiaque ne change pas. Et bien évidemment, pas l'ombre de la fièvre jaune ne pointe. Et du coup, il va continuer ses expériences sur lui-même jusqu'à, enfin, avouer que la fièvre jaune n'est pas transmise par le vomi humain. Putain, il est fort ce con. Ok, là, je pense que du coup, on a vraiment testé toutes les hypothèses. Donc, ce n'est pas le vomi. Hélas pour lui, il n'a pas réussi à trouver l'origine de la transmission. Mais bon, force est de constater que sa dévotion sera tout à fait admirable. Mais du coup, ça se transmet comment? Eh bien, écoute, en fait, il faudra attendre pratiquement 100 ans et les années 1901 pour que Walter Reed, médecin de l'armée américaine, démontre en fait que la maladie était transmise par les moustiques. Et ouais, fallait y penser. Saul Krugman. Bon, notre dernière histoire retrace ce qui est considéré comme l'une des expériences humaines les plus controversées de l'histoire américaine. Parce qu'en effet, elle concerne des enfants qui étaient handicapés. Et là, donc, laissez-moi vous parler du docteur Saul Krugman.
Chercheur émérite, ses recherches ont conduit au vaccin contre la rougeole en 1963 et au vaccin contre la rubéole en 1969. Il a un très beau CV quand même. Et ce n'est pas terminé. Bah non, c'est pas fini. Il est considéré comme le premier scientifique à être arrivé à différencier l'hépatite A et l'hépatite B, qui, comme vous le savez, sont des petites saloperies de MST. Mais ça ne s'arrête pas là. Les découvertes de Krugman ont permis la mise au point du vaccin contre l'hépatite B et ont permis aussi de traiter plus efficacement le virus dans le monde. Ça commence à être trop beau pour être vrai par contre. J'imagine que c'est au niveau de ses méthodes de recherche que c'est douteux. Exactement, t'as tapé dans le mille. Car Krugman, entre autres, exerce à la Willowbrook State School, qui est un établissement qui accueille des enfants souffrant d'handicap intellectuel. Néanmoins, tout était loin d'y être rose. Certes, c'était l'institution de ce type la plus importante aux États-Unis à l'époque, et elle pouvait accueillir des milliers d'enfants, mais les conditions étaient loin d'y être salubres. Mais malgré ça, les places dans cet établissement sont chères, et Krugman en profite pour faire du chantage. Déjà, il promet des places à certaines familles pour participer à des essais de vaccination. Mais bien évidemment, tout ça est un mensonge, parce que ce cher Krugman injecte directement à ses enfants l'hépatite. Pourquoi? Et là, en fait, il part du principe que tôt ou tard, les enfants l'attraperaient, donc autant accélérer le processus pour faire ses recherches, et faire avancer la science. Et la suite par rapport à ça, administrer des anticorps aux enfants provenant de patients guéris de l'hépatite. Et là, une fois qu'il les a guéris, il leur remet le virus, histoire de voir s'ils sont immunisés. Je précise, du coup, tout ça était fait, bien évidemment, sans l'accord des enfants, ni même des familles. Et qu'encore mieux, du coup, personne n'était prévenu. Il s'est finalement fait choper et a fini en prison? Eh bien, t'es un peu loin du compte en vrai, parce que là-dessus, il avait autant de partisans que de détracteurs. Et en vrai, l'éthique de ces méthodes, utiliser des enfants diminués, qui n'étaient même pas prévenus, ça a suscité pas mal de débats, on peut imaginer. Par exemple, il y avait des confrères qui ont salué ces résultats, ils disaient bravo, machin, la science avance, machallah, quoi. Alors que d'autres spécialistes ont carrément condamné sa façon de faire, même si les résultats permettaient certes parfois de faire avancer la science. C'est délicat, mais c'est clairement du coup pas éthique aujourd'hui. Même à l'époque, du coup, comme vous l'avez constaté, c'était vraiment dans une zone très grise. Mais en tout cas, visiblement, de son côté, ça a penché en sa faveur puisque il a été grosso modo bien vu par ses pairs, par la science de l'époque. Et il a d'ailleurs été récompensé par de nombreux prix et alors qu'il avait 61 ans, il a carrément été nommé président de l'American Pediatric Society. Finalement, Krugman décède en 1995 à l'âge de 84 ans. Et surtout, détail intéressant, mais dans sa nécrologie, ces petites expériences dont on vient de parler là n'étaient pas trop mentionnées et on préférait plutôt mettre les belles choses qu'il avait permis à la science. Quoi qu'il en soit, tout ça semble être quand même de l'histoire révolue et aujourd'hui, si vous allez voir un médecin, il y a peu de chances, honnêtement, que vous finissiez du coup dans des mauvaises dispositions. Non, mais moi je sais pas si c'est recommandé dans mon cas là. Au contraire, comment? C'est très bien. Il y a tout dans les lignes. En fait, je dis ça, mais j'en sais rien du tout. T'imagines en vrai? Non, en vrai, je ne sais pas. En fait, je sais pas. Vous allez tomber sur le zinzin. En tout cas, si les histoires extrêmes et assez flippantes vous intéressent, sachez que c'est la thématique sur l'autre chaîne YouTube que j'ai qui s'appelle Contes féconds, où typiquement on a pu avoir des trucs sur des applis de rencontres qui ont vraiment totalement dérivé, ou alors des témoignages de gens, des trucs sur le paranormal. Bref, ça pourrait vraiment vous plaire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Avant que vous ne partiez, n'oubliez pas que notre boutique Dead Like Gustave est ouverte. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la marque sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la suite. A plus!